1914-1918, le pouvoir de l'image. La mise en scène a une part très importante dans les reportages télévisuels. Cela remonte à loin, très loin. Car déjà, durant la Première Guerre mondiale, les images des opérateurs étaient des mises en scène. En effet, entre 1914 et 1918, des opérateurs ont été réquisitionnés par l'armée et envoyés sur le front pour pouvoir filmer la guerre. L'armée faisait cela pour contrôler les films projetés dans les salles de cinéma, car à l'époque, les cinémas français se retrouvaient avec des images du front venant du camp allemand. Parmi les milliers d'archives que compte la Grande Guerre, les scènes filmées sur les champs de bataille sont extrêmement rares. Pourtant, il existe de multiples vidéos de soldats dans les tranchées, courant sur le champ de bataille. Ces archives sont devenues iconiques. Il y a notamment un grand nombre de ces archives dans le reportage documentaire La bataille de la Somme qui date de 1916 de George H. Malins et John B. McDowell. Pourtant, la plupart de ces images ne sont en réalité que des mises en scène. On peut même apercevoir un soldat qui fait semblant de mourir dans une des archives de leur documentaire. Le but de notre documentaire est de confronter cette mise en scène dans les archives en montrant qu'on peut faire dire ce que l'on veut à une image. À travers ce travail, nous accentuerons l'idée de mise en scène de base présente dans les images d'archives, voulue et dirigée par l'opérateur. Quel était le but de cet opérateur? Et si nous reprenons et retravaillons des images d'archives, quels impacts ont ces images sur le temps et l'histoire? Qui dit image dit homme, pour les tourner. Durant la Grande Guerre, ces hommes étaient appelés des opérateurs. Qui sont-ils? Quel est leur but? Dans un premier temps, les caméras n'étaient pas les bienvenues, mais au fur et à mesure, elles sont utiles pour faire une guerre de propagande, car la Grande Guerre est une guerre de position, et donc les ennemis s'observent. Il faut donc avoir une image glorifiante de ces troupes, pour le moral du pays, mais aussi contre l'ennemi. L'opérateur ne peut pas filmer au cœur de l'action, le matériel ne le permet pas. La caméra est trop lourde, peu maniable, et ne doit pas bouger de son trépied. La lumière est aussi très importante à l'époque, pour bien filmer, car la pellicule des opérateurs n'est pas assez performante. Les combats se déroulant à toute heure de la journée, beaucoup d'images sont inexploitables. De ce fait, les opérateurs filment de très loin les champs de bataille, ou alors filment des scènes ordinaires, des soldats au front, et surtout beaucoup de tirs d'artillerie. Ainsi, la plupart du temps, les batailles de la Première Guerre mondiale n'ont pas été filmées. En réaction à cela, l'armée française et ses alliés ont fait rejouer des scènes de bataille aux soldats en poste sur les lignes de front. Il est évident que ces images servaient de propagande et n'avaient pas réellement pour but d'informer les populations, mais plutôt de montrer que leurs armées étaient puissantes et triomphantes. Déjà à cette époque, la mise en scène était de mise, même si elle s'imposait du fait des difficultés techniques auxquelles étaient confrontés les opérateurs. Cette mise en scène dans les images, ce vrai-faux, avait pour but de véhiculer des idées bien précises et de montrer à la population une facette de la réalité, celle que les états-majors des armées voulaient bien montrer. Nous avions vu par exemple un film d'un opérateur français qui s'était placé sur le toit d'une maison pour filmer des milliers de militaires britanniques qui avançaient en colonne vers le front. La manière de filmer montrait clairement la puissance des troupes et un nombre incalculable de soldats marchant contre l'ennemi. C'était bien sûr une image créée à des fins de propagande. Néanmoins, déjà à cette période, l'opérateur jouait avec la réalité pour faire passer un message. Le cadrage permet d'être impressionné, parce qu'il montre un flux incessant de soldats entrant dans le cadre par la droite et sortant par la gauche de manière infinie. En inversant l'image, on a une sensation de retraite des troupes. Cette idée accentue l'importance du cadrage de base, car celui-ci permet de faire comprendre que les soldats s'en vont en guerre. Notons l'importance des civils. En les floutant, l'image impacte moins le spectateur. Les troupes n'ont plus de notion de rempart protecteur. Les reconstitutions de 1914-1918 n'ont pas lieu en studio, elles ont lieu in situ, sur le lieu d'origine, ce qui va donner un effet d'authenticité à ce qui est filmé. Néanmoins, ces images d'archives sont utilisées dans de nombreux documentaires, reportages télévisuels, films, et pourtant, personne ne sait vraiment qu'il s'agit de reconstitution et de mise en scène des opérateurs sur le terrain. Ainsi, même si les opérateurs et les soldats voulaient filmer le réel, faire en sorte de montrer la réalité de la guerre, on bascule quand même dans une certaine fiction, puisque tout est rejoué.
se rend vite compte que notre regard sur cette séquence change en fonction de la musique et des effets sonores. Pourquoi notre conception visuelle change? Car de base, cette image était mise en scène. Les mots et les musiques peuvent faire dire tout et son contraire aux images. À partir de ce principe, ça nous amène à réfléchir sur le montage des images et à reconsidérer l'objectivité de ces archives. Comme nous l'avons vu tout au long de ce film, les images d'archives, et notamment celles de guerre, amènent de nombreuses questions sur la notion de réalité et jouent souvent entre réel et fiction. Depuis l'invention du cinématographe des Frères Lumière, la réalité et la fiction se mêlent. On filme quelque chose de réel, mais en même temps on met en scène ce qui est filmé. On cadre l'image et on laisse tout ce qui est à côté, hors champ. Néanmoins, le questionnement de la réalité dans les reportages télévisuels est très contemporain et révélateur de notre époque. Bien que la question ait été posée il y a déjà longtemps, elle revient sur le devant de la scène encore aujourd'hui. Car avec la démocratisation de la vidéo, du montage, de ce que l'on appelle le made by yourself, il est extrêmement facile de nos jours de faire des vidéos ainsi que du montage. Avec cette démocratisation, les gens commencent à expérimenter par eux-mêmes la vidéo et se rendent compte de son pouvoir. Avec ces nouvelles découvertes arrive la remise en cause des images d'archives à travers le contexte de leur époque et de leurs intentions. Peut-on se demander alors si le véritable pouvoir de l'image ne serait-il pas de se remettre en question ?